Imaginez-vous debout sur le vaste parvis baigné de soleil devant Notre-Dame. Des touristes prennent des selfies, des artistes de rue jonglent, des pavés propres s'étendent sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Et maintenant, imaginez que cette place n'existe pas du tout, remplacée à la place par un dédale de ruelles médiévales tortueuses. Si étroites que deux personnes peuvent à peine se croiser, des maisons en bois penchées au-dessus de vos têtes jusqu'à presque se toucher, bloquant la vue sur le ciel. L'air est épais, chargé des odeurs des tanneries et des marchés aux poissons, le vacarme constant des cloches, non pas d'une cathédrale, mais de 23 églises qui résonnent sur cette minuscule île, des foules qui se pressent dans des ruelles à peine plus larges que vos épaules, et maintenant, imaginez qu'ils aient tout effacé pour la modernisation, rasé des siècles de vie comme si rien n'avait jamais existé. Avant les rénovations d'Haussmann dans les années 1850, plus de 15 000 personnes vivaient là où se trouve aujourd'hui cette place vide. Toute l'île de la Cité était une ville médiévale dense. Et voici ce qui va vous surprendre. Notre-Dame n'était même pas le bâtiment le plus important ici. Laissez-moi vous montrer ce qu'ils ont effacé et pourquoi le fantôme du Paris médiéval hante encore cette île. Juste ici, là où vous ne voyez plus que de la pierre, il n'y avait autrefois aucune place. À la place, un réseau dense de rues dont les noms figurent encore sur les anciennes cartes. La rue Neuve-Notre-Dame, qui menait tout droit à la cathédrale, la rue de Venise, qui serpentait vers le sud, la rue du Marché Palou, où se tenait le marché aux poissons. Les maisons étaient si proches des murs de Notre-Dame que les Parisiens du Moyen-Âge utilisaient littéralement la cathédrale comme mur de leurs habitations. Des boutiques étaient construites dans les fondations, des pierres, des tavernes adossées aux arcs-boutants, et oui, même un bordel fonctionnait dans un bâtiment accolé à la cathédrale elle-même. La cathédrale n'était pas un monument dressé seul dans une isolation digne. Elle était intégrée à la ville, indissociable de la vie quotidienne, du sacré et du profane, partageant littéralement ses murs, et les rues portaient des noms qui racontaient leurs propres histoires. Marchez avec moi jusqu'à l'extrémité est du parvis, près de l'endroit où le pont du Double rejoint la rive gauche, et imaginez ceci. La rue de Glatigny, le quartier rouge le plus notoire du Paris médiéval, longeait le côté sud de la cathédrale. Et voici la partie absurde. Les prêtres de Notre-Dame devaient traverser cette rue chaque jour pour rejoindre leur logement, marchant littéralement à travers le quartier rouge pour rentrer chez eux après l'église, leur soutane frôlant les portes où les affaires se faisaient en pleine vue. Les autorités ecclésiastiques se sont plaintes pendant des siècles. Les archives montrent pétition sur pétition exigeant la fermeture de la rue, mais cela n'est jamais arrivé car la rue était trop lucrative. Les taxes provenant des bordels contribuaient au financement des services municipaux, et ce n'était même pas la contradiction la plus étrange de cette île. Regardez aujourd'hui Notre-Dame, qui domine la ligne d'horizon, la seule grande église visible, mais imaginez la réalité médiévale. 23 églises et chapelles entassées sur cette petite île. Saint-Christophe, situé juste derrière Notre-Dame, là où se trouve aujourd'hui le jardin. Saint-Geneviève-des-Ardennes, au nord. Saint-Pierre-aux-Bœufs, près de la rivière. Saint-Denis-du-Pas, niché dans un coin. De minuscules chapelles. À chaque coin de rue, on ne pouvait pas faire 50 mètres sans passer devant une église. L'île était plus un terrain sacré que profane, et pourtant elle abritait aussi les pires taudis de la ville. Et voici ce que personne ne vous dit. Notre-Dame n'était pas le bâtiment le plus important. La Sainte-Chapelle, toujours debout à l'extrémité ouest, abritait la couronne d'épines, ce qui la rendait plus sacrée aux yeux des médiévaux que la cathédrale où affluent aujourd'hui les touristes. Et entre toutes ces églises, les gens vivaient dans des conditions que vous imagineriez même pas. Tournez-vous vers les bâtiments administratifs impeccables, la préfecture de police avec sa façade ordonnée, et imaginez à la place les taudis les plus denses de Paris. Des maisons en bois de 5 ou 6 étages, penchées au-dessus des rues à tel point que les étages supérieurs se touchaient presque d'un côté à l'autre, aucun rayon de soleil n'atteignant le sol, des égouts à ciel ouvert coulant au milieu des ruelles, l'odeur des déchets et des maladies omniprésentes. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. L'île affichait le taux de mortalité le plus élevé de Paris. La peste, le choléra et la typhoïde se propageaient ici plus vite que partout ailleurs.
parce que les maisons étaient si serrées que l'air ne pouvait pas circuler et que les maladies passaient d'une fenêtre à l'autre. Les plus riches et les plus pauvres vivaient sur la même île, séparés par à peine 200 mètres. Le palais royal, le palais de la cité, aujourd'hui le palais de justice, se dressait à l'extrémité ouest où les rois rendaient la justice et tenaient leur cour, tandis qu'à l'extrémité est, des familles de 8 personnes s'entassaient dans une seule pièce, sans chauffage et sans espoir, et il y avait une rue que même les habitants redoutaient. L'actuelle rue de la Cité, élargie et assainie, suit à peu près le même tracé que son ancêtre médiéval. Mais à l'époque, c'était l'artère principale et aussi la rue la plus dangereuse de Paris. Les pickpockets opéraient en équipe, les coupe-jarrets attendaient dans les portes, on retrouvait des corps au petit matin avec une régularité inquiétante et la garde de la vie évitait de la patrouiller après la tombée de la nuit. Il existe un dicton qui apparaît dans certaines chroniques médiévales, et même si nous ne pouvons pas le vérifier complètement, d'après les souvenirs, il disait à peu près ceci. Si vous devez traverser la cité la nuit, faites d'abord votre testament. La rue était tellement dangereuse, elle avait une réputation dans toute l'Europe, et voici l'ironie qui la rend parfaite. Cette rue reliait le palais royal à Notre-Dame, ce qui signifie que les rois devaient traverser la rue la plus dangereuse de Paris pour assister à la messe, leurs gardes formant des rangs serrés autour du carrosse royal. Mais la véritable raison pour laquelle cet endroit était voué à la perte n'avait rien à voir avec le crime. Traversez du côté nord du parvis et regardez le bâtiment moderne de l'Hôtel-Dieu, reconstruit et propre, et imaginez son prédécesseur médiéval, fondé en 651 après Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens hôpitaux d'Europe. Mais au XIXe siècle, il était devenu un piège mortel. Les patients étaient entassés à 4 ou 6 par lit. Le taux de mortalité dépassait les 25%. Et voici le détail qui me hante. On mettait les patients mourants dans les mêmes lits que ceux en convalescence faute de place, ce qui signifiait que les maladies se propageaient plus vite à l'intérieur de l'hôpital qu'à l'extérieur. Et cet hôpital, censé sauver des vies, est devenu la justification du baron Haussmann pour raser tout le quartier. Il a qualifié cela d'urgence de santé publique dans ses rapports. C'est alors que la décision a été prise d'effacer le Paris médiéval de cette île. Marcher vers le marché aux fleurs, ce marché aux fleurs qui paraît aujourd'hui si pittoresque, avec les touristes qui achètent des bouquets et prennent des photos, et imaginez le même endroit à l'époque médiévale. Le marché vendait tout. Du poisson étalé sur des planches en bois, de la viande suspendue à des crochets, des légumes entassés dans des paniers, et oui, des objets volés mélangés à des marchandises légitimes. L'odeur était insupportable, des mouches partout. Et voici le rebondissement. Le marché fonctionnait à l'ombre de la prison du palais de la Cité, ce qui signifie que les prisonniers dans leurs cellules pouvaient entendre le bruit du marché, les vendeurs criant les prix, les marchandages et les rires, pouvaient sentir la nourriture qu'ils ne mangeraient plus jamais. Certains des vendeurs étaient en réalité des prisonniers en permission de jour. Ils vendaient des marchandises pour gagner de l'argent pour leur famille, tout en étant encore officiellement incarcérés. Le crime et le commerce étaient littéralement entremêlés. Mais dans les années 1850, tout cela n'aurait plus aucune importance. Tenez-vous ici, sur le parvis, les larges avenues, les bâtiments propres, et comprenez ce qui s'est passé. La rénovation d'Haussmann a atteint l'île de la Cité dans les années 1850 et 1860. Et ils ont tout démoli. 25 000 personnes expulsées. Des quartiers entiers effacés. 23 églises réduites à 4. Des siècles d'histoire rasés en moins de 10 ans. Et ce n'était pas la guerre, ni un incendie, ni une catastrophe naturelle. C'était une modernisation délibérée et calculée. Ils l'ont fait pour la santé publique, la circulation, le tourisme. Ils ont effacé le Paris médiéval pour faire place aux larges boulevards, aux bureaux administratifs et aux places vides que les touristes photographient aujourd'hui. Ils ont sauvé Notre-Dame, mais ont détruit tout ce qui l'entourait. Mais voici ce qu'ils n'ont pas pu effacer. Regardez à vos pieds, car à 2 ou 3 mètres sous cette place pavée, la ville médiévale est toujours là.
Dans les années 1960, avant de construire un parking souterrain, des archéologues ont fouillé sous le parvus et ont découvert les fondations de rues médiévales, des murs de maisons et même des vestiges romains encore plus profonds. Aujourd'hui, vous pouvez visiter la crypte archéologique. L'entrée est juste là. Vous pouvez parcourir les rues d'origine, voir où se trouvaient les maisons, toucher les pierres que les Parisiens du Moyen-Âge ont touchées, car ils ont démoli les bâtiments mais n'ont pas pu effacer les fondations. La ville fantôme subsiste, préservée par hasard lorsqu'ils ont dû creuser pour les infrastructures modernes. Et il y a une chose qui a survécu en surface. Si vous allez à l'extrémité nord de l'île, au 911 quai aux Fleurs, vous trouverez l'une des dernières maisons médiévales de l'île de la Cité, construite en 1407, et elle a survécu aux démolisseurs. Non pas parce qu'elle était importante ou protégée, mais parce qu'ils n'avaient plus de budget avant de la démolir. Les équipes sont arrivées à ce coin-là. La maison est plus ancienne que la flèche de Notre-Dame, qui n'a été ajoutée qu'en 1860, plus ancienne que la plupart de ce que les touristes pensent être le Paris médiéval, et elle a survécu parce qu'on l'a oubliée. Et c'est ça la véritable histoire de cette île. Tenez-vous ici et regardez la place. C'est magnifique, propre, parfait pour les photos. C'est le genre d'endroit qui donne à Paris ce sentiment d'intemporalité et d'élégance. Mais c'est aussi une tombe. Sous vos pieds, la ville médiévale dort. Et en surface, il y a le silence, là où autrefois 23 cloches d'église sonnaient à des heures différentes. Des marchands de marché criaient les prix. Des enfants jouaient dans des ruelles si étroites qu'on pouvait toucher les deux murs en même temps. Le bruit des roues de charrette en bois sur les pavés, l'odeur du pain qui cuit, du poisson qui pourrit et de l'encens qui s'échappe des portes ouvertes des églises, et 15 000 vies compressées dans un espace aujourd'hui occupé par la pierre et le vide. Ils appelaient ça le progrès, ils appelaient ça la modernisation, ils disaient que c'était nécessaire pour la santé publique et la circulation. Et l'avenir de Paris, mais en réalité, ils ont effacé le cœur du Paris médiéval pour le remplacer par une carte postale. Un décor de théâtre pour les touristes qui ne sauront jamais ce qui se trouvait ici avant. Et la triste vérité, c'est celle-ci. L'île a survécu aux Vikings remontant la Seine, a survécu à la peste noire qui a tué la moitié de l'Europe, a survécu à la guerre de 100 ans et aux guerres de religion, à la Révolution française, aux incendies et aux inondations, et à des siècles de négligence. Mais elle n'a pas survécu à l'urbanisme. Elle n'a pas survécu à un bureaucrate muni d'un plan et d'un budget. Et maintenant, il ne reste plus que le fantôme sous vos pieds et le silence au-dessus. Si vous écoutez attentivement un matin calme, avant l'arrivée des touristes, certains disent que vous pouvez encore entendre l'écho de ces 23 cloches, mais ce n'est peut-être que le vent.